Bonjour à tous, c'est Taton, on se retrouve pour la troisième analyse de BOP de la saison 2025 du WEC avec les 6 heures de Spa-Francorchamps qui auront lieu ce week-end. Course qui a une importance particulière puisqu'en effet il s'agit du dernier meeting avant l'échéance mensuelle du mois prochain. Au cours de cette vidéo, on va comme d'habitude comparer la BOP publiée par rapport à celle de l'an dernier et bien évidemment voir et se projeter sur les changements éventuelle de hiérarchie que ces dernières pourraient causer. Mais comme d'habitude, si vous aimez ce contenu, bien n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Mais avant d'aller découvrir la table de BOP de l'édition 2025 des Sœurs de Spa, retournons quelques semaines en arrière du côté d'Imola pour voir et comparer la hiérarchie que moi j'avais tenté d'esquisser à partir justement des temps autour de l'édition 2024 et à celle qui a été réellement constatée. Alors il y a plusieurs choses que l'on peut voir. Alors déjà premièrement, les temps autour que vous voyez sur votre droite, donc qui viennent de The Bay Pilar, c'est donc les 50% d'un meilleur tour de la meilleure voiture de chaque constructeur. Et donc ce qu'on peut voir et qu'on peut constater, c'est que Ferrari était devant, mais contrairement à l'impression qu'on a pu avoir que Ferrari était vraiment au-dessus de l'eau, finalement au niveau rythme pur, BMW et Toyota étaient assez proches, 1 dixième et 1 dixième 3 respectivement, Alpine un peu plus loin avec Porsche, après Peugeot encore un peu plus loin, et après Cadillac vraiment décroché, et Aston Martin toujours dans sa phase d'apprentissage. Je vous remets également le graphe que j'avais fait lors de la dernière analyse de BOP, justement pour replacer leur rythme réel, le rythme réel de chaque constructeur par rapport à la fourchette d'erreurs que moi j'avais définie pour les uns et les autres. Et donc ce qu'on peut constater, c'est que pour ce qui est du rythme de Ferrari, en fait j'avais quasiment prédit avec exactitude leur rythme. Donc à ce niveau-là, je suis assez content. Pour Cadillac, c'est à peu près la même chose. Pour les autres, par contre, on a eu BMW qui a pas mal surperformé, Porsche également qui est juste au-delà de la fenêtre d'erreur que j'avais définie. Alpine, comme attendu, a bien performé et donc est complètement sorti de la fenêtre d'erreur que j'avais définie. C'était quelque chose c'était l'une des choses auxquelles je m'attendais le plus. L'autre chose auquel je m'attendais le plus, c'était justement la contre-performance massive de Peugeot qui ne s'est pas retrouvé à jouer la gagne malheureusement. S'est retrouvé quand même à jouer au début de course top 5 et après le top 10, mais ça a été quand même une course plutôt compliquée pour eux. Et enfin Aston Martin qui est hors de la fenêtre, mais alors là pour le coup c'est de ma faute. Initialement je partais sur une fenêtre bien plus large que ça et c'est moi qui ai voulu la rétrécir un petit peu parce que je me doutais pas qu'ils puissent contre-performer à ce point-là sur Imola, mais c'est vrai que j'avais oublié de prendre en compte qu'Imola est un circuit particulier. Voilà donc pour la revue globale, les temps réels par rapport à mes prédictions, la dernière manche du WEC. On va maintenant aller s'intéresser au terrain de jeu de cette troisième manche de la saison, le circuit de Spa-Francorchamps, circuit de Spa-Francorchamps qui est une excellente préparation pour le Mans, puisqu'en effet on a 3 portions où on a l'accélérateur pied au plancher, avec la ligne droite de départ arrivée, la portion qui part de la source qui va jusqu'au virage des Combes. Ensuite, on a également la portion où on est donc du virage 16 jusqu'au virage 19, ce qui est un point de similitude avec les 24 heures du Mans, où là aussi on passe pas mal de temps pied au plancher. Voilà donc pour les caractéristiques du circuit. Sinon, il y a également d'autres détails que je tenais à souligner, c'est justement le fait qu'on a globalement tous les types de virages en fait représentés. C'est pas mal, c'est quasiment tous les types de virages. Donc là aussi, c'est assez intéressant à ce niveau-là. Donc globalement, Spa, c'est vraiment un étalon sur la performance d'une voiture. Concentrons-nous maintenant sur les 250 km/h et lorsqu'on passe au-dessus de cette vitesse. Et pour ce circuit, on dépasse 4 fois cette vitesse-là justement pour un total de 32 secondes, ce qui représente environ un quart de la durée du tour. C'est quand même quelque chose d'assez significatif qui, comme vous allez pouvoir le constater, a une certaine importance. Et en parlant de BOP, voici la BOP des 6 heures de Spa 2025. Alors ce sur quoi je tiens à attirer votre attention, c'est la prise de masse quasi généralisée pour équilibrer les différentes autos avec l'Aston Martin Valkyrie. Sinon, hormis cela, on a toujours Peugeot qui continue avec sa BOP masse minimale, puissance maximale en dessous de 250 km/h. Je tiens également à souligner le fait que Alpine va désormais atteindre la puissance maximale, tout comme l'Aston Martin Valkyrie en dessous des 250 km/h. Comme d'habitude, je ne m'attarde pas sur les changements d'énergie par relais qui sont en lien direct avec les ajustements de puissance et de masse. En revanche, on va s'attarder sur la comparaison avec la BOP de 2024
Et voici ce que l'on peut en dire. Niveau prise de masse, on a tout d'abord, comme j'ai dit un peu plus tôt, tout le monde qui prend, sauf en fait les deux constructeurs français, avec Peugeot qui perd 35 kg, Alpine qui perd 2 kg, Aston Martin donc, qui redescend comparé à Imola. Sinon, justement, niveau prise de masse, eh bien, on a Cadillac, Porsche, BMW qui sont les plus affectés, Ferrari et Toyota étant touchés, mais de manière un peu moindre. Niveau puissance, il y a des changements qui sont intéressants à noter. Outre le fait que Peugeot est à la puissance maximale, on a Alpine et Aston Martin qui rejoignent le constructeur au lion sur ce point. Et excepté ces trois marques-là, eh bien, tout le monde perd en puissance. Cela va de BMW qui est la marque la moins touchée, à Cadillac, Ferrari et Porsche qui sont souvent handicapés de manière bien plus significative, même si comparé à ce que Toyota perd sur ce point-là, eh bien, entre guillemets, ce n'est rien. En effet, Toyota voit tout simplement sa puissance en dessous de 250 km/h descendre à la borne minimale de la BOP. On ne peut pas allouer moins de puissance que les 480 kW qui sont alloués à la Toyota. Donc là, vraiment, voilà, on a cherché à tuer le potentiel d'accélération de la voiture. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que justement, c'est pas pour toute la ligne droite que ça va les affecter. Puisqu'en effet, donc en sortie de virage, Toyota va avoir un peu de mal, bon, pas que Toyota d'ailleurs, hein, mais par contre justement, lorsqu'on aura passé les 250 km/h, et bien là, Toyota va tout simplement être à la puissance maximale, 520 kW. C'est également le cas de Cadillac qui est dans le même cas de figure. Par contre, pour Ferrari ou Porsche, et bien là, on gagne en puissance, mais on n'est pas à puissance maximale, donc je pense que ça devrait un petit peu plus les pénaliser, notamment pour ce qui est d'atteindre leur Vmax. Je pense que Ferrari devrait notamment être le constructeur le plus touché à ce niveau-là, donc voilà, ça devrait un petit peu remettre en question leur avantage de Vmax qu'on avait pu constater sur les premières manches de la saison 2024, justement, avant l'instauration de la BOP à 2 étages. Voilà donc pour la puissance à 250 km/h pour justement les constructeurs pénalisés en accélération. À l'inverse, pour ceux qui sont bien lotis du côté de l'accélération, eh bien, on va perdre pas mal après ce stade-là. Donc Alpine, Aston Martin et Peugeot ont des baisses significatives de puissance. Donc finalement, ça tend à équilibrer tout le monde. Alors du coup, pour ceux qui ont du mal en accélération, on leur donne une bonne accélération, mais ensuite on leur enlève de la Vmax. Et inversement pour les autres. Donc globalement, on verra si cela porte ses fruits ou non au niveau de la Vmax des uns et des autres. Justement, en parlant de Vmax, regardons ce qui s'était passé en 2024, avec, comme vous pouvez le constater, donc là c'était la Vmax pure, hein, avec aspiration forcément, des différents constructeurs. On avait donc Toyota qui était très très bien placé, et à l'autre bout du classement, on retrouvait BMW, donc avec les changements de BO. Je pense que globalement, tout ce beau monde-là devrait vraiment être plus resserré. Et alors si j'avais quand même à donner une voiture que je considère comme favorite pour la Vmax, je pense que Cadillac devrait quand même devrait très bien s'en sortir. Et à l'inverse, pour le coup, je pense que pour les Vmax les plus faibles, on devrait retrouver Aston Martin, Peugeot et Alpine. Niveau performance, justement, si on regarde les différents secteurs, notamment en course l'an dernier, on peut constater plusieurs choses. Déjà, c'est que on avait BMW qui avait laissé entrevoir notamment des secteurs intéressants, mais voilà, on n'a jamais réussi à tout mettre bout à bout. Sinon, hormis cela, on avait vraiment Porsche qui s'était montré assez fort à ce niveau-là. Ferrari était également assez à l'aise. Et après, pour les autres constructeurs, on était clairement un cran en dessous. Voici le rythme de course des 6 heures de Spa 2024 pour la meilleure voiture de chaque constructeur. Alors à noter que la Porsche qui est ici présente, c'est la Porsche numéro 5 qui avait fait un début de course tonitruant, vraiment elle était extrêmement rapide. Elle avait dû abandonner peu après la mi-course, donc les données ne sont peut-être pas forcément très représentatives pour Porsche, mais j'ai quand même voulu prendre la meilleure voiture parce qu'elle avait fait plus de la moitié de la course, donc je trouvais que c'était quand même significatif au niveau du temps de course. Donc voilà à ce niveau-là pour les différents constructeurs. Porsche était donc largement en tête devant Ferrari, Alpine qui avait montré de belles choses, Toyota, Cadillac, BMW un peu plus loin et Peugeot comme d'habitude décroché, qui avait un peu de mal en ce début de saison 2024 avec en plus une BOP qui n'était pas très favorable pour la voiture, c'est normal, elle débutait. Après avoir vu les données de l'édition 2024, si maintenant on y ajoute les données de la BOP 2025, voici ce à quoi on aboutit. On aurait donc les deux constructeurs français qui seraient aux deux premières places, Peugeot devant Alpine, Peugeot toujours avec une marge significative, Porsche qui se retrouverait en troisième position à la bagarre avec Ferrari, et ensuite on aurait BMW, Cadillac et Toyota qui seraient assez loin, hein, pour le coup, bien décrochés. Alors au niveau justement des gains-pertes, il est à noter que forcément Peugeot
a un gain très significatif de performance. Alpine est le constructeur le moins touché justement avec le fait qu'on perd un peu de temps, mais 2 dixièmes comparé aux autres, c'est pas énorme. Je pense notamment à Porsche et Toyota où là on est sur quasiment 8 et 9 dixièmes de perdu. Donc voilà, comment est-ce qu'on aboutit à cette hiérarchie théorique pour l'édition 2025. Mais comme on l'avait fait à Imola, pour notamment prendre en compte l'évolution des potentiels entre l'an dernier et cette année, ou encore un impact potentiellement surestimé de ma part de la BOP, voici le rythme attendu pour les différents constructeurs pour cette édition 2025 des 6 heures de Spa-Francorchamps avec la fourchette d'incertitude qui tient notamment compte de ce qu'il s'est passé à Imola pour les uns et les autres. On va donc faire dans l'ordre. Peugeot donc a une marge d'erreur assez importante, notamment du fait qu'à Imola ils ont une contre-performance massive. Alpine a également une marge, certes importante, mais bien moins que Peugeot, mais voilà, c'est dû au fait que la voiture ne soit que âgée d'1 an, donc voilà, il y a un potentiel comme de variation. Porsche également, j'ai choisi de mettre une fenêtre assez large, notamment dû au fait que en ce début de saison, ça a été un petit peu compliqué. Alors, ça n'a pas été de leur fait. Un niveau exploitation technique, ils ont été parfaits, mais voilà, ça a été globalement assez compliqué. Donc, on verra ce que ça donne, s'ils réussissent à mieux sortir ou s'ils sous-performent un petit peu comparé à leur BOP. Ferrari, eh bien là, c'est très simple. On a une marge qui reste assez réduite. C'était tout simplement une des prédictions quasi exactes que j'avais réussi à faire. Donc à ce niveau-là, je pense qu'on devrait se retrouver pas trop mal au niveau de la performance de Ferrari. Pour ce qui est d'Aston Martin, c'est la très grosse surprise puisqu'en effet, il semble se placer extrêmement haut dans la hiérarchie, mais du fait de la nouveauté du projet, il y a également la possibilité que, d'un point de vue théorique, il se retrouve bien plus loin que ça. Donc c'est pour ça que là aussi, la fenêtre est assez large. Donc on verra où est-ce qu'il se retrouve. Mais en tout cas, vraiment d'un point de vue théorique, il y a un monde même où ils peuvent se battre, où ils peuvent battre Ferrari qui sous-performerait et voire battre Porsche. Donc ce sera assez incroyable. J'y crois peu, mais on n'est pas à l'abri d'un miracle non plus. Donc voilà pour le cas Aston Martin. Et enfin, on finit avec les 3 derniers du groupe Hypercar qui sont quand même bien décrochés, qui ont d'ailleurs des marges assez importantes, en l'occurrence surtout BMW et Toyota. BMW une marge de progression importante du fait que justement de ce qu'on a pu voir à Imola, donc je pense qu'on devrait les voir vraiment à l'extrémité de cette fenêtre-là, voire carrément la dépasser. Pour Toyota, c'est la même chose, ça m'étonnerait vraiment pas qu'ils dépassent la fenêtre que j'ai définie. J'ai pas voulu non plus mettre une fourchette énorme, mais ça m'étonnerait pas du tout qu'ils réussissent à faire bien mieux que cela. Pour ce qui est de Cadillac, par contre, en revanche, vu que c'est un petit peu en dents de scie, les performances, finalement, ça m'étonnerait pas tellement qu'ils se retrouvent potentiellement avec Toyota qui surperforme et BMW qui se retrouvent simplement en dernière position au niveau des différents constructeurs en catégorie hypercar. On verra bien sûr ce que ça donne en piste. On a maintenant fini de passer en revue le rythme de course théorique de chaque constructeur et de leur potentiel de performance, ou en tout cas de leur fluctuation potentielle de performance. Pour ce qui est justement de la course, on a même un scénario pour le coup qui pourrait être assez incroyable où en fait on pourrait avoir un peloton hyper serré de tête avec Peugeot, Alpine, Porsche, Ferrari, Aston Martin qui serait tout simplement dans un mouchoir de poche. À voir si cela se produira ou non, mais en tout cas c'est totalement quelque chose qu'il est possible de voir ce week-end à Spa. Niveau pronostic, si j'avais à choisir une valeur sûre, au vu notamment de leur récent podium à Imola et de la BOP qui leur semble être favorable, je choisirais Alpine. Et comme d'habitude, niveau grosse cote, de nouveau, si Peugeot réussit à tout mettre bout à bout, clairement, il y a un très très gros potentiel. Donc là aussi, c'est quelque chose d'assez intéressant. Voilà donc pour cette analyse de BOP numéro 3 de la saison 2025. En tout cas, j'espère que cette dernière vous a plu. Moi, je vous dis à la prochaine. Salut!